L'ordre du jour de la présente séance porte sur un point unique. Ouverture de la première session ordinaire du Sénat au titre de l'année 2025. Mesdames et messieurs les sénateurs, avez-vous des observations sur cet ordre du jour? Pas d'observation, l'ordre du jour est ainsi adopté. Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les ministres-gouverneurs, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les parlementaires, honorables députés, vénérables sénateurs, chers collègues, Monsieur le Président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, Monsieur le représentant du président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Ibikosi, Monsieur le préfet de région, Monsieur le représentant du maire de la commune de Yamsokro, distingués chefs traditionnels et éminents guides religieux, Mesdames et Messieurs les journalistes, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Un peu plus d'un mois après la clôture de la deuxième session ordinaire 2024, nous sommes à nouveau réunis à l'occasion de la séance solennelle d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2025 de notre Chambre, en application de l'article 94 nouveau, alinéa 3 de la Constitution qui dispose: la première session du Sénat commence 7 jours ouvrables après celle de l'Assemblée nationale. Mesdames et Messieurs les sénateurs qui ont mis à profit ce bref intermède pour accomplir leur impérieux devoir de redevabilité dans leurs circonscriptions respectives, sont heureux et fiers de vous recevoir ce jour, alors qu'ils entament la deuxième année de la présente législature. Monsieur le haut représentant du président de la République, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République, distingués invités, chers collègues, Mesdames et Messieurs, en me réjouissant de votre très distinguée présence à cette première séance de l'année 2025, je voudrais former pour vous-même et vos familles des vœux ardents de santé, de succès, de prospérité et de paix. Il me plaît de saisir l'heureuse circonstance de ce rendez-vous institutionnel pour adresser mes salutations les plus déférentes et mes remerciements les plus sincères à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour son soutien précieux à notre Chambre. Monsieur le haut représentant du président de la République, à vous qui êtes si attachés aux institutions de la République, notre Chambre se félicite de vous avoir une fois encore à ses côtés au cours de la première session ordinaire qui s'ouvre solennellement aujourd'hui. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, merci à vous-même et à la forte délégation qui vous accompagne ce matin. Intimement liés au sein du Parlement, comme deux faces d'une même médaille, nos chambres aspirent ensemble depuis toutes ces années, dans le respect de leurs particularités, à faire du bicamérisme une opportunité pour le développement de notre pays. Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, par votre présence continue auprès de notre Chambre, vous donnez sens à la solidarité institutionnelle, reflet du vivre ensemble qui caractérise si heureusement la nation ivoirienne. Je voudrais vous traduire ma gratitude pour tant d'estime manifestée à notre endroit. Monsieur le ministre d'État, conseiller spécial du président de la République, le Sénat voudrait vous exprimer sa reconnaissance pour votre présence constante à ses côtés. Tout comme nous saluons Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture,
du développement rural et des productions vivrières qui est parmi nous malgré le deuil qui le frappe. Nos remerciements s'étendent à tous les membres du gouvernement et les ministres-gouverneurs qui nous font l'honneur de leur présence à cette cérémonie solennelle. Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire, votre présence ce matin à cette séance témoigne éloquemment de votre engagement renouvelé à favoriser la coopération entre notre Chambre et les institutions de vos pays respectifs. Je voudrais vous remercier pour votre disponibilité et votre amitié. Monsieur le haut représentant du président de la République, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, distingués invités, chers collègues, Mesdames et Messieurs. À l'instar des sessions précédentes, notre Chambre mettra un point d'honneur cette année encore à l'accomplissement de ses missions constitutionnelles. Ainsi, au titre de sa mission de législation, le Sénat aura à examiner des projets de loi relatifs au pôle pénal économique et financier, à l'état civil, à l'organisation des juridictions, aux procédures applicables aux contentieux relatifs au bail à usage d'habitation et à l'exécution des décisions d'expulsion d'un immeuble, et enfin aux règles de procédure relatives aux différends en matière de mesures d'exécution forcée et de saisie conservatoire. Au titre de sa mission d'évaluation des politiques publiques et conformément à l'article 93 de la Constitution, la Chambre haute du Parlement devrait s'intéresser spécifiquement au cours de cette année à la question du transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales. Au titre de sa mission de représentation des collectivités territoriales, le Sénat organisera dans les prochains mois le deuxième forum avec les collectivités territoriales. Ce forum, qui réunira l'ensemble des collectivités de notre pays, à savoir les districts autonomes, les conseils régionaux et les communes, ainsi que les administrations et organisations publiques et privées impliquées dans la gestion des dites collectivités, se présente comme un cadre de réflexion sur les mécanismes devant contribuer au renforcement de la politique de décentralisation dans notre pays. Au titre de notre mission de représentation des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire, nous travaillerons les prochains mois à mettre en place les mécanismes nécessaires à la mise en œuvre des recommandations issues du Forum de la diaspora qui s'est tenu les 12 et 13 novembre 2024. Pour ce qui concerne la diplomatie parlementaire, je consacrerai les mois à venir à l'élargissement et à la consolidation des bases de l'Association des Sénats d'Afrique. Au niveau multilatéral, je prendrai part aux travaux de la 150e Assemblée de l'Union interparlementaire, prévue du 5 au 9 avril 2025 à Tachkent, en Ouzbékistan, ainsi qu'à la prochaine session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF, qui se tiendra du 8 au 13 juillet 2025 à Paris. Le Sénat participera également aux travaux de la conférence annuelle du Parlement panafricain et à ceux du Parlement de la CEDEAO. Au niveau de la coopération bilatérale, j'effectuerai, à l'invitation de sa présidente, Mme Raymonde Gagné, une visite de travail au Sénat du Canada, dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre nos deux chambres. Je me rendrai de même au Sénat de la République arabe d'Égypte, sur invitation du président Abdelwahab Abdelrazek, en vue de l'établissement de relations de coopération entre cette chambre haute africaine. Mesdames et Messieurs les sénateurs, chers collègues, au regard des défis qui nous attendent,
Je voudrais vous inviter à faire preuve, comme d'ordinaire, de compétence, de rigueur et d'assiduité constante dans l'exécution de l'ensemble de nos missions au bénéfice des populations. Monsieur le haut représentant du président de la République, Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et ministres-gouverneurs, distingués invités, chers collègues, Mesdames et Messieurs, de 2011 à 2025, que de progrès réalisés par notre pays. En effet, en moins de 14 années, notre cher pays a connu une transformation structurelle majeure, soutenue par des performances économiques et sociales prodigieuses qui continuent de surprendre la communauté internationale. Sur le plan politique, la Côte d'Ivoire est désormais réconciliée avec elle-même. Notre pays offre l'image ô combien rassurante de territoires apaisés où les différentes communautés vivent en bonne intelligence et travaillent de concert à son développement. Au niveau institutionnel, le président Alassane Ouattara est à l'initiative de la Constitution de la Troisième République. La Constitution du 8 novembre 2016, adoptée à la suite d'un référendum, a amélioré substantiellement les fondements de l'État, avec notamment l'instauration d'un vice-président de la République, d'une seconde chambre au Parlement, du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Chambre des rois et chefs traditionnels, tout cela traduisant une vision moderne de la gestion du pouvoir d'État. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a également été créée pour lutter contre toutes les formes de corruption dans les secteurs publics et privés de notre pays. Et pour la première fois en Côte d'Ivoire, tous les cadres de haut niveau et les personnalités publiques et politiques exerçant un mandat public sont assujettis à la déclaration de leur patrimoine. Au niveau diplomatique, la Côte d'Ivoire a retrouvé sa place sur la scène internationale. Elle est redevenue un pays fréquentable, ami de tous et ennemi de personne, et qui compte désormais dans le concert des nations. Au niveau sécuritaire, la situation générale de notre pays est des plus appréciables, avec un indice général de sécurité de 1,2 en décembre 2024, contre 6,8 en janvier 2012, soit une baisse d'environ 82%. Sur le plan économique, les principaux agrégats macroéconomiques sont révélateurs de la solidité des ressorts économiques de notre pays. Le taux d'endettement de l'État de Côte d'Ivoire est maîtrisé et reste en dessous de la norme communautaire définie par l'UEMOA. La lutte contre la pauvreté, cheval de bataille du président Alassane Ouattara, a produit des résultats probants. Le taux de pauvreté, qui était de 55% en 2011, a fortement reculé et était estimé à 37,5% en 2021 et 2022. Sur le plan agricole, les initiatives engagées par le gouvernement ont permis à la Côte d'Ivoire de maintenir son rang de premier producteur et exportateur mondial de fèves de cacao, de premier producteur mondial de noix de cajou et de premier producteur de caoutchouc en Afrique. Sur le plan social, les actions du président de la République ont amélioré considérablement le niveau de vie des Ivoiriens grâce notamment au programme social du gouvernement PS-Gouv qui a permis de mettre en œuvre des mesures et actions concrètes de lutte contre la cherté de la vie ainsi que pour l'amélioration des conditions de vie des populations les plus défavorisées. Au titre de l'accès à l'électricité, le taux de couverture en électricité est passé de 33% en 2011 à 94% en 2024, avec un objectif de 100% à l'horizon 2025. Aussi, l'accès des populations à l'eau potable s'est considérablement accru.
Au niveau du secteur éducation-formation, sur la période 2011-2024, le gouvernement a considérablement amélioré l'offre éducative avec 10 universités publiques aujourd'hui contre 3 en 2011 et 902 collèges publics contre 294 en 2011. Par ailleurs, des dizaines de collèges de proximité, plusieurs lycées de jeunes filles, ainsi que des lycées professionnels ont été construits afin d'élever le niveau de formation de notre jeunesse. Au niveau du secteur de la santé, les réalisations qui ont eu lieu dans le cadre du programme présidentiel d'urgence et du programme social du gouvernement permettent à près de 80% de la population d'avoir accès à un centre de santé dans un rayon de 5 km. Sur le plan des infrastructures routières, d'importants travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures routières ont été entrepris sur toute l'étendue du territoire. Je voudrais à ce stade de mon propos rendre un hommage mérité au vaillant peuple de Côte d'Ivoire dont le travail persévérant dans un climat de paix partagé a permis d'obtenir ces résultats remarquables qui font la fierté de tous et de toutes. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous l'aurons tous constaté, la Côte d'Ivoire, notre pays, ne s'est jamais aussi bien porté ces 30 dernières années. Nul besoin d'être grand clerc pour déceler dans cet accomplissement exceptionnel la touche exquise d'un homme d'État, pétri d'une expérience et d'une compétence incomparables, le président Alassane Ouattara. Nul besoin d'être grand clerc pour reconnaître que ces résultats extraordinaires sont l'œuvre d'un grand homme, habité par une volonté indéfectible et inébranlable de servir son pays, le président Alassane Ouattara. Oui, la Côte d'Ivoire, notre pays, est fière et reconnaissante d'être conduite par un homme d'État hors pair, dont l'humilité et le sens élevé du devoir n'ont d'égal que son amour et son attachement à sa patrie. J'ai nommé le président Alassane Ouattara. Face à un tel succès, face à une telle performance, la Haute Chambre du Parlement de la République de Côte d'Ivoire voudrait en cet instant solennel, ici, rendre un hommage appuyé à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, artisan infatigable du renouveau de notre cher et beau pays, la Côte d'Ivoire. Face à un tel bilan, face à une telle prouesse, tous, nous avons le devoir de fixer au moins la pérennisation de ces acquis comme une nécessité impérieuse. Aucune œuvre humaine n'étant possible sans la paix, je voudrais instamment inviter les populations ivoiriennes, quelle que soit leur obédience politique et religieuse, à se rassembler autour de la mère patrie. L'élection présidentielle de cette année ne devrait et ne saurait en aucun cas être une source de division entre les fils et les filles de ce pays. J'en appelle donc au sens de la responsabilité des acteurs politiques, des jeunes, des femmes, de la société civile, des élèves et étudiants, afin de démontrer à la face du monde que la Côte d'Ivoire est une grande nation. J'invite également, mesdames et messieurs les sénateurs, à être les messagers de la paix dans leurs circonscriptions respectives, à l'effet de contribuer à la préservation de la concorde et de la quiétude des populations sur toute l'étendue du territoire national. Je reste convaincu
que l'élection présidentielle d'octobre 2025 sera apaisée et confirmera l'article 49, alinéa 1 de la Constitution qui dispose que la République de Côte d'Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. C'est sur cet appel que, conformément à l'article 94 nouveau de la Constitution, je déclare ouverte la première session ordinaire du Sénat pour l'année 2025. Dieu garde notre beau pays, Dieu vous bénisse, vive le Sénat, vive la Côte d'Ivoire. Alors, je vous le disais, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis en compagnie de M. Clovis Coulibaly. Vous êtes chef de la cellule d'appui au secrétaire général du Sénat. Bienvenue, merci de nous accorder un petit peu de votre temps pour débriefer ensemble. Alors, on vient de l'entendre, Mme Candia Camara a fait son discours d'orientation de cette année entre griffes législative. Quelles sont vos impressions dans un premier temps? Alors, c'est un discours poignant que Madame la Présidente du Sénat vient de tenir devant l'ensemble des sénateurs, donc réunis à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2025. Un discours poignant parce qu'elle a eu l'occasion non seulement de définir les perspectives du Sénat au cours de cette année 2025, mais elle a eu aussi à revenir sur la situation politique, économique et sociale de la Côte d'Ivoire en surtout insistant sur le fait que l'embellie que la Côte d'Ivoire connaît est le fait surtout du président de la République, le fait de sa gouvernance et de l'ensemble des Ivoiriens. Et donc elle a, à l'issue de ce tour d'horizon de cette situation, donc elle a eu à appeler l'ensemble des Ivoiriens à faire la promotion de la paix et de la cohésion sociale afin de préserver tous ces précieux acquis. Donc pour moi, c'est un discours très important dans le contexte de l'année électorale dans laquelle nous sommes. Alors on va prendre un petit peu le discours point par point. On a vu les grands travaux du Sénat, notamment les projets de loi relatifs à l'état civil, au pôle économique et financier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors ce sont des textes qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale, voilà, donc qui nous sont, pour lesquels nous avons été saisis par le président de la République afin de nous permettre de les regarder de manière beaucoup plus profonde. Voilà. Donc pour le moment, on ne peut pas vous dire le contenu de ces textes parce qu'ils n'ont pas encore été distribués à l'ensemble des sénateurs puisque nous venons juste d'être saisis par le président de la République. Mais ce sont des textes qui vont nécessairement impacter la vie politique, la vie sociale, la vie économique de la Côte d'Ivoire. Alors, M. Coulibaly, nous étions à la première session, l'ouverture de la première session ordinaire de cette année, mais quelle est la suite en fait dans le calendrier sénatorial? Qu'est-ce qui se passe après cette première cérémonie? Alors, c'est comme je l'ai dit, la cérémonie d'ouverture donc de la première session ordinaire. Au niveau donc, de la mission de législation du Sénat, dans les tout prochains jours, les sénateurs vont adopter leur programme de travail sur les prochaines semaines et les prochains mois, notamment pour l'adoption des projets de loi dont nous venons d'être saisis. Et puis, bien entendu, nous l'avons entendu aussi, Madame la Présidente l'a relevé, en ce qui concerne la mission d'évaluation des politiques publiques, le Sénat va procéder à sa première mission d'évaluation qui va porter donc sur le transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales. Et puis, il y aura des activités qui vont concerner sa fonction, sa mission de représentation des collectivités territoriales, comme avec l'organisation du deuxième forum. Des collectivités territoriales. Du Sénat avec les collectivités territoriales. Et puis, il y aura, pour ce qui concerne la mise en œuvre de la mission de représentation des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Vous le savez, l'année dernière, nous avons eu à organiser le forum de la diaspora ivoirienne, au thème duquel des recommandations ont été prises. Oui. Donc, au cours de cette année, il s'agira
de mettre en place tout ce mécanisme-là pour que toutes ces recommandations soient effectivement mises en œuvre. Voilà. Et bien entendu, au niveau de la diplomatie parlementaire, Madame la Présidente va effectuer de nombreuses missions à l'extérieur pour prendre part aux activités des organisations interparlementaires, dont l'APF, l'Union interparlementaire, la CEDEAO. Donc ce sont des organisations dont le Sénat est membre depuis un certain nombre d'années et dont il participe à la vie. Voilà. Donc c'est vraiment toute cette activité qui attend le Sénat. Je voudrais aussi relever que Madame la Présidente du Sénat est la présidente de l'Association des Sénats d'Afrique. Oui. C'est une nouvelle association qui a été mise en place dans le mois d'octobre. Donc sa mission au cours de cette année, puisqu'elle a une année de mandat, ce sera bien sûr d'élargir la base de cette association en allant vers d'autres chambres hautes afin de les inviter à intégrer, à adhérer à cette nouvelle association. Alors, Monsieur Coulibaly, nous ne sommes pas seuls. Nous avons été rejoints par la sénatrice Mariam Daou Gabala. Bienvenue sur notre plateau. Merci de nous accorder votre temps pour répondre à nos questions. Alors, Madame la sénatrice, comment vous vous sentez au sortir de cette cérémonie, de ce discours d'orientation? Alors, avant le discours d'orientation, c'est un peu comme la rentrée des classes pour les sénateurs. Oui. Donc, c'est vraiment avec joie qu'on revient, qu'on retrouve nos collègues, etc. Et le discours d'orientation de la présidente met les sénateurs en mission et donne les grandes orientations en fait de son mandat, c'est-à-dire le mandat 2025. Et je pense qu'après un tel discours d'orientation, chaque sénateur sait dans quel sens va aller cette législature. Donc, elle a mis l'accent sur un certain nombre de points, la diplomatie parlementaire, renforcer le rôle du Sénat en ce qui concerne, c'est le terme anglais qui me vient en tête, advocacy. Le plaidoyer. Le plaidoyer et la représentation des collectivités territoriales avec le deuxième colloque que nous allons avoir. Mais surtout, ce que je retiens, c'est qu'elle met chacun de nous en mission pour que nous ayons des élections apaisées. Des élections apaisées, c'est pas l'État, c'est pas les partis politiques, c'est chacun d'entre nous et c'est à chacun de nous de cultiver vraiment cette culture de paix. Je pose la question à vous deux, messieurs, dames. Vous venez d'évoquer des élections apaisées, je dirais même transparentes et inclusives. C'est ce que nous souhaitons cette année pour la Côte d'Ivoire. Alors, quel rôle tient concrètement le Sénat dans cette vision-là? Alors, le Sénat, c'est une partie des représentants du peuple. Avec les députés, les sénateurs sont des représentants du peuple. Et les sénateurs ont donc un devoir, lorsqu'ils rencontrent les populations, de les orienter et de les inciter à aller vers la paix. Mais je voudrais, si vous permettez, dire que nous sommes dans un pays démocratique où nous devrions être capables d'exprimer nos choix, d'exprimer nos aspirations sans aller à la violence. Et c'est la violence qui fragilise la paix. C'est la violence qui fragilise la démocratie. Et donc c'est vraiment que nous apprenions à exprimer nos choix, à exprimer nos points de vue sans violence. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à la paix. Je vais me tourner vers M. Coulibaly. Alors pour vous, concrètement, comment le Sénat peut-il aider, mettre sa pierre à l'édifice, comme on dirait, pour des élections apaisées, transparentes et inclusives? Alors, à mon avis, ce sera déjà de montrer l'exemple. Voilà, en sus de ce que Madame la sénatrice vient de dire. Au niveau du Sénat, il y a plusieurs obédiences politiques qui se côtoient. Donc il s'agira déjà pour le Sénat, pour les sénateurs, dans les différents échanges, de démontrer justement qu'il peut y avoir cette cohésion. Voilà, il peut y avoir ce respect mutuel entre des représentants du peuple avec revenant de partis politiques différents. Donc déjà, au sein de l'hémicycle, il faut que les sénateurs puissent démontrer cela. Et je pense qu'ils le font très bien.
puisque depuis la première législature, notre Chambre s'est vraiment démarquée par le bon ton, par un respect mutuel permanent et jusqu'à maintenant. Et je pense que c'est un bon exemple pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Non, je voulais simplement dire que à l'intérieur de l'hémicycle, je pense que les sénateurs, en tout cas, vivent le bon ton. Et nous avons pour habitude de dire au Sénat que la discussion, elle est technique. On peut ne pas être d'accord, mais il faut savoir l'exprimer et le baser sur des faits. Après, le vote, il est politique. Et donc, avec cet adage, je pense que le Sénat est vraiment un modèle de plateforme démocratique où on peut discuter de ses idées, on peut ne pas être pour, mais on respecte l'avis des autres et après on vote en fonction de notre propre sensibilité. Il y a un autre point qui est revenu au cours de ce discours de Mme Kandia Camara lors de cette allocution, c'est la diplomatie parlementaire. La diplomatie parlementaire qui ne montrait pas d'une certaine manière en puissance, parce qu'elle a rappelé notre participation au Parlement de la CEDEAO, les représentations hors sol, on va dire. Le Parlement panafricain. Et également la tenue du forum, de la deuxième édition du Forum de la diaspora. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas face à une montée en puissance? Est-ce que la Côte d'Ivoire n'est pas, de la manière dont elle est championne d'Afrique, est-ce qu'elle n'est pas en train de devenir championne d'Afrique aussi parlementaire? On a commencé. Bon, d'abord, je voudrais dire que ce n'est pas un championnat. Ce n'est pas une compétition, mais la Côte d'Ivoire doit s'ouvrir au monde. Et si elle doit s'ouvrir au monde, son Parlement doit aussi s'ouvrir au monde, parce qu'elle doit aussi pouvoir être capable d'influencer à travers toutes ces instances et toutes ces décisions. On ne peut pas vivre en vase clos. Et il faut pouvoir tisser des liens forts et respectueux avec l'ensemble de ses voisins. Et c'est pour ça que la diplomatie parlementaire doit être un élément clé. N'oublions pas que nous sommes un pays, on est sorti d'une période de fragilité démocratique. Nous sommes revenus sur la scène politique et il faut renforcer cette image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur à travers cette diplomatie parlementaire. Monsieur Coulibaly a un mot à ajouter? Expertise et de grandes compétences. Donc en participant à ce genre d'activités au niveau des organisations interparlementaires, le Sénat essaie de donner aussi à l'Afrique, de donner à la sous-région, de donner au monde ce qu'elle a aussi comme compétence, ce qu'il a comme compétence, ce qu'il a comme expertise. Donc en participant à ces différents événements, le Sénat essaie de contribuer à sa manière à faire en sorte que notre monde soit un monde beaucoup plus juste, un monde beaucoup plus aisé à vivre. Alors, on parle là de regard tourné vers l'extérieur, mais à l'intérieur, il est souvent dit que le Sénat est un petit peu éloigné des préoccupations des populations. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Je dirais que ce n'est pas vrai. D'abord, le Sénat est un des représentants du peuple. Donc on ne peut pas représenter quelqu'un dont on est éloigné. D'accord. Je disais que ce n'est pas vrai. Parce que les sénateurs, c'est d'abord des représentants du peuple. Et en tant que représentants du peuple, ils ne peuvent que être proches de ceux qu'ils sont supposés représenter. Deuxièmement, à travers le Sénat, nous votons des lois. Comment voter des lois si on n'est pas près des populations et si on n'entend pas ce qu'ils veulent nous dire, comment le transmettre à travers le vote des lois. Donc je veux dire, c'est peut-être une image, mais ne serait-ce qu'à travers nos activités, nous avons l'obligation d'être proches de nos différentes populations. Alors, c'est vrai que les sénateurs sont les élus des élus. Donc ils sont élus au suffrage universel indirect. Mais quoi qu'il en soit, ils sont les représentants du peuple. Voilà. Et donc, au même titre que l'Assemblée nationale, avec laquelle il a un certain nombre d'attributions en partage, il vote la loi, il assure, comment on appelle ça, la représentation des collectivités, non pas la représentation,
comment on appelle ça, il vote la loi, il consent l'impôt et il évalue la politique publique. Voilà. Donc toutes ces missions sont des missions pour le peuple. Voilà. Le Sénat exerce ses missions non pas pour lui-même, mais pour le peuple. Donc en cette qualité, je pense que le Sénat, même si les membres, même si les sénateurs ne sont pas élus directement par le peuple, les sénateurs sont là pour le peuple et en plus, ils sont élus par les collectivités territoriales, les représentants des collectivités territoriales. Et donc, ils ont un certain nombre de circonscriptions. Donc, les sénateurs vont également vers la population, surtout lorsque nous avons les vacances parlementaires, pour rendre compte voilà, de toutes les activités qui ont été menées ici au Sénat. La preuve que le Sénat est au proche des peuples, il y a eu l'organisation du forum avec les Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Donc les sénateurs ont reçu des citoyens, des concitoyens venant de tout le monde entier. Voilà. Et donc ils ont eu l'occasion au cours de ce forum-là d'écouter, d'entendre les préoccupations de leurs concitoyens qui sont à l'extérieur. Donc les sénateurs sont vraiment dans le peuple, ils vivent dans le peuple et ils vivent pour le peuple. Merci à vous, messieurs, dames, d'avoir répondu à nos questions. Je vais commencer par Madame la sénatrice, si vous voulez bien. Madame Mariam Daou Gabala, merci d'avoir pris de votre temps de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes sénatrice. Et merci à vous, Monsieur Clovis Coulibaly, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes le chef de la cellule d'appui au secrétaire général du Sénat. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette édition spéciale consacrée à l'ouverture de la première session ordinaire du Sénat, que vous avez pu suivre en direct depuis la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre et d'être toujours plus nombreux à suivre nos programmes. Les programmes continuent sur cette info.